Bonjour à toutes et à tous. On va entamer les conclusions de cette conférence, mais il y a un sujet à traiter aujourd'hui qui est fortement lié au domaine qu'on a prospecté hier. Donc, parcours et perspectives de l'avenir de l'éducation à la lumière du système préventif en clef féminine du point de vue féminin. Et aujourd'hui, on va considérer les ressources de l'éducation préventive, les ressources typiques de la femme qu'elle a pour vivre dans l'éducation préventive. Avec nous, il y a à distance et en présence Shauna Rebello, Special Executive of Don Bosco in Mumbai. Et elle va nous saluer online. Le modérateur que j'invite ici à la table, Dr Maria Lia Zervino, le président de l'Union mondiale de l'Organisation des femmes catholiques. Elle va nous présenter les relateurs de la matinée. Bonne journée à tous et à toutes. Bonjour. Buongiorno. Les micros maintenant marchent mieux. Alors, avant tout, on va écouter la présidente de cette session, Shauna Rebello, coordinateur de Don Bosco Green Alliance à Mumbai. Merci. J'ai une expérience. Alors, Vos Excellences, maintenant la voix arrive. Éducateurs et toutes les honorables personnes qui se trouvent à suivre cette conférence, je veux exprimer avant tout l'expérience d'un enfant. Aux Indes, on sait que la qualité de l'air est la pire que dans le monde entier. Une métropole, Mumbai, où la situation de l'air a un impact irréversible sur le poumon des enfants. Là où il y a 1,2 million de jeunes. Dans cette zone où les enfants et les jeunes gens vivent dans cette air hautement pollué, et ils ont des gros problèmes. Et quelle est la leçon que l'enfant apprend de cette situation? Les académiciens ont préparé la situation. Ils nous ont préparés à cet événement, à ce problème. Nos champs d'études ont des grands potentiels. Et dans ces champs d'études, on a fait des bonnes pratiques afin de pouvoir développer nos fonctions. Mais les instruments de l'éducation qui peuvent nous préparer pour la vie ne sont pas suffisants parfois, parce que dans les négociations et les experts de profession, on est conscient du fait qu'il n'y a
pas assez de ressources suffisantes. Il faut se mettre ensemble pour comprendre la situation. Il y a plusieurs qui prennent profit de la situation et des ressources et qui obligent les femmes fragiles à renoncer à l'école. Et cela pourrait avoir un impact sur la crise mondiale. On peut expérimenter l'apathie aussi, qui pourrait conduire à des chutes sociales et sociologiques. La confiance en la technologie aussi est un aspect qui a un impact sur le développement de l'environnement. Et cela n'aurait dû jamais se présenter dans la réalité. Hein. Là, on n'aurait jamais dû l'expérimenter. En matière de sûreté financière, hein, on a la possibilité de se sauver de la tragédie économique avec les justes ressources, mais malheureusement, plusieurs jeunes adolescents terminent ou laissent l'école et ils savent comment ouvrir d'autres voies pour eux. L'instruction, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Au contraire, pour eux, la résolution de conflits, la discrimination, les bénéfices de la maternité, il y a un problème de voix, de qualité de la voix qui nous arrive. En tout cas, on apprend que les médias et les stéréotypes en général, sur le sexe aussi, les préjugés sur le sexe aussi nous enseignent qu'il faut faire quelque chose afin d'éviter les préjugés et résoudre les problèmes mentaux qui sont relatifs à cette attitude. Il faut tenir présent qu'une rencontre ouverte doit nous préparer avec l'étude académique. L'étude nous fournit la possibilité de s'inscrire à la crèche. Malheureusement, le système pédagogique préventif chez tous les chrétiens n'est pas assez abordé. Et pendant les 150 dernières années, on nous a enseigné l'importance de la rencontre, de l'expérience, ensemble, de la foi, de la tendresse, d'avoir des cœurs qui est simple. Et cela aide à la conversion psychologique au niveau personnel et au niveau de la communauté, selon le message de Pape François, Laudato Si. Donc, une conversion écologique qui puisse nous reconnaître l'interconnexion entre nous et l'interdépendance du réseau de la vie, une culture, un apprentissage, l'économie, les technologies, la politique sont tous des éléments qui favorisent le développement social et économique. Dans la troisième session, alors, j'espère que nous, on sera à mesure et vous aurez les justes ressources pour définir, pour tracer les nouveaux chemins afin de surmonter tous les défis de notre temps. Nous nous excusons s'il y a eu des problèmes. Il y avait une qualité de la voix pas parfaite. Thank you very much for this great and encouraging
un discours encourageant qui concerne la possibilité d'implémenter Laudato Si, qui vient en particulier d'une femme aussi jeune. Alors, je veux me complimenter particulièrement. Merci beaucoup. Et maintenant, permettez-moi de vi prego di permettermi una piccola faire une petite présentation. Je m'appelle Maria Lia Zervino, je viens de l'Argentine. Mon italien n'est pas parfait, en effet, je m'excuse. Et je suis émue, je suis véritablement heureuse d'être cerclée par aussi un nombre aussi grand de Salésiennes. Merci. Véritablement, normalement, je suis entourée par des femmes laïques parce que je sers en tant que président de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Donc, il y a plus ou moins 8 ou 10 millions de femmes qui participent à cette organisation dans les différents continents. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je demande maintenant à ma collègue Dr Alessandra Morelli, qui sera avec nous, de prendre sa place et je vais donner la parole à la première participante à cette session, une relation sera online avec la relation de Luigina Dortari. Il est professeur de pédagogie générale et sociale à l'Université des études de Vérone et elle est actuellement responsable de l'Institut national de documentation, innovation et recherche éducative. Elle est l'auteure de nombreux et très appréciés volumes, en particulier en ce qui concerne le domaine du soin, dans le contexte anthropologique et pédagogique. Donc, elle va nous offrir des suggestions qui seront tout à fait importantes pour considérer l'avenir, parce que jusqu'à présent, on a vu les racines, on a considéré un parcours, l'histoire et tous les défis du présent. Mais maintenant, on est en train de chercher à tracer une perspective de l'avenir du point de vue des femmes dans l'éducation à travers la méthode préventive. Je veux vous donner un joyeux bienvenue de Madame Luigina Mortari et vous avez la parole. Buongiorno, mi sentite? Spero di sì. Bonjour, merci à tous pour l'invitation, à toutes pour l'invitation que j'ai reçue à participer à une journée aussi importante. Il s'agit d'initiatives qui sont dédiées à l'initiative et à l'éducation et c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Donc, ce sujet n'est pas seulement un intérêt scientifique, mais un devoir politique aussi, selon moi. Et en parlant de politique, j'entends le savoir et les pratiques, les connaissances, les pratiques qui rendent possible aux êtres humains d'avoir une qualité de vie bonne. Et aujourd'hui, parler de soins est quelque chose de très bon parce qu'on vit dans un contexte néolibériste, là où l'éducation est soumise à l'accompagnement de jeunes qui, en eux, trahissent le sentiment profond de l'éducation. L'éducation dans notre réalité, dans la connaissance des rapporteurs qui m'a introduit. Et selon leur expérience, que nous avons un point de vue commun. Très souvent, l'éducation est soumise aux intérêts économiques et financiers du monde entier. Et cela nous fait comprendre qu'il y a une absence spirituelle énorme, qu'il faut comprendre qu'il y a besoin de quelque chose qui va outre au marché, au-delà du marché du travail. On pense que l'école, la formation, l'éducation des jeunes doit être fonctionnelle seulement au monde du travail.
Sans doute, il s'agit d'une exigence fondamentale parce qu'il faut trouver une place, un poste pratiquement dans le monde. Logos, qui signifie casa en grec, nomos signifie comment gérer la maison commune. Donc, il faut prendre sur nous des compétences afin de pouvoir être des citoyens valides dans le monde. Più lentamente, così è più facile per l'interprete. Si può? Et on a demandé à Madame Mortari de parler un peu plus lentement pour faciliter la tâche de nos interprètes. Donc, en résumant, il faut avoir un processus là où il faut fournir des compétences conceptuelles et procédurales qui servent à trouver sa place dans un monde qui est déjà projeté, et la façon de laquelle le monde a été projeté maintenant. Est-il un monde que nous voulons véritablement et nous le désirons ainsi? En d'autres mots encore, ce monde des pouvoirs forts est un monde qui nous donne les occasions de nous y trouver en tant qu'êtres humains et pour nous développer avec notre dimension spirituelle. Voilà la question. Je pense que nous tous, nous pouvons dire que ce n'est pas ainsi le monde. Ce n'est pas le monde que nous voulons. Le monde est toujours menacé par la guerre, mais aussi il est frappé par des injustices sociales et les forces de disponibilité économique sont dans les mains de peu et la plupart des personnes vivent une vie difficile là où leur est empêché d'accomplir leur qualité d'êtres humains. Alors, il ne faut pas penser que l'éducation, en concevant la formation des jeunes, soit seulement un modèle qui prépare les jeunes à entrer dans le monde, mais plutôt il faut préparer à changer le monde, à remodeler un monde qui soit profondément humain selon la vision que nous tous ici partageons, c'est-à-dire une vision qui est fortement chrétienne selon notre foi. Voilà la prémisse. L'éducation pour changer le monde, pour être une personne en mesure de déclencher de nouvelles logiques et pour éviter l'émargination, et préférer l'accueil pour tous et être en faveur d'une forme de fraternité de ressources offertes pour tous et dont tous ont la compétence de pouvoir recevoir. Et c'est pour cela qu'on a besoin de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes, un concept qui a toujours été mis à côté et marginé dans le monde, dans le contexte de la pédagogie et dans la théorie de l'éducation, donc, mais aussi dans le domaine politique, dans le domaine éthique et le concept de soin. On a pensé que soin était un mot qu'on pourrait adopter dans le domaine de la santé ou par rapport aux nouveau-nés, ou considérer ce concept pour ce qui concerne ceux qui se trouvent dans une forte fragilité, une condition de forte fragilité. Mais on n'a pas pensé d'employer ce concept pour fonder, pour baser l'éducation. Mais au contraire, si l'on considère la signification originale du mot éducation, on sait que éduquer provient du latin educare, de la première conjugation. Educare notamment, non pas provenant de ex ducere comme on dit normalement, mais du mot educare. Et educare signifie cultiver et avoir soin, avoir du soin. Donc, le concept fondant de l'acte éducatif est basé sur le concept de soin. Mais qu'est-ce que c'est le soin et pourquoi est-il véritablement essentiel
comme un conseil paradigmatique sur l'existence et en quoi se définit le soin éducatif sont des questions auxquelles on cherche à répondre dans cette relation que j'ai fait, que j'ai produit, mais je veux être synthétique pour des raisons de temps, sans perdre du temps. Je vais tout de suite au premier aspect de définition de soins. Pour moi, après plusieurs années de recherche, j'ai donné une réponse. C'est, selon moi, prendre sur soi la vie, avec affection, avec participation. Et je pars d'un conseil que je dérive de la philosophie ancienne, de Platon en particulier. Dans la Dialogue Oppidène, il écrit « N'est-il pas vrai que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous désirons le bien ?» Et Aristote, dans l'éthique Nicomaché, il écrit dans le premier livre, en répondant à cette question de Platon, « Chaque être tend au bien. Chaque être, les animaux, les êtres humains, tous les êtres vivants tendent au bien. Le bien est la bonne condition du vivre. » Selon Simon Weil, c'est un grand philosophe français, et nous tous, nous cherchons le bien et nous évitons le mal. Mais ce travail est un travail difficile et il représente le travail du vivre, de chercher le bien, d'éviter le mal, de se prendre soin. Alors, pourquoi le soin est-il important? Pourquoi est-ce qu'il faut abandonner certains critères et retourner avec une forte attention au mot soin? Je veux reprendre certains sujets qui attachés à l'analyse ontologique et surtout en considérant Edith Stein, une carmélitaine née dans une famille athée est formée à la chrétienté et devient une sœur carmélitaine. Pendant le fascisme, elle est enlevée du monastère où elle se trouvait et elle est envoyée à mourir selon leur système politique dominant ces temps-là. Mais avant cet événement tragique, heureusement, elle avait écrit plusieurs livres et en deux, elle a écrit « Être infini, être éternel ». Et dans ce texte, Edith Stein nous guide dans l'analyse. Elle ne parle pas de soin, mais elle nous aide à comprendre quelles sont les qualités de la vie humaine qui rendent le soin nécessaire. Avant tout, Edith Stein nous dit que l'être humain est un être inconsistant. Pourquoi inconsistant? Parce qu'il manque de la capacité de fonder soi-même. Nous venons au monde non pas selon une décision qu'on a prise personnellement, mais c'est parce que la vie l'a décidé avant notre décision à venir au monde. Donc, on se trouve dans le monde. Et cet événement, dans l'existence dans le monde, nous place dans le temps. Selon le conseil d'Einstein, le grand philosophe, mais aussi le grand savant qui a établi la théorie de la relativité. Et c'est pour cela qu'on définit l'existence. Je crois qu'on est fortement fragile, donc, parce que la vie humaine n'est pas une vie de puissance, mais une vie de forte dépendance de la situation qui nous précède à chaque moment de notre être. Cette fragilité a à voir avec la fragilité ontologique, mais par la fragilité, on est aussi vulnérable et les théories de l'éducation et de la politique l'ont totalement oublié parce qu'il n'est pas vrai que les citoyens sont autonomes, indépendants et rationnels. Chez les citoyens, on trouve les enfants, on trouve les malades, on trouve les anciens, on trouve des
personnes en grave fragilité. Et tout cela se passe parce que nous, on est vulnérables et nous dépendons fortement du monde où nous habitons, qui peut nous offenser dans l'être, et nous dépendons des autres qui peuvent nous aider, mais aussi nous offenser. Et le fait qu'on est vulnérable est démontré par les événements climatiques récents. Nous dépendons d'une réalité climatique naturelle qui suit ces logiques. Et si nous ne coordonnons pas avec ces logiques et cherchons à exploiter le monde, la nature a une réaction, une autodéfense par rapport à certaines logiques que nous implémentons. Et donc, nous sommes soumis à la force de la nature. Mais nous sommes aussi fortement dépendants des autres parce que c'est des autres que nous recevons ce dont nous avons besoin dans la vie. Et ça se passe quand on est des enfants, mais aussi quand on est dans notre âge adulte. Et il est évident encore davantage pendant les moments de maladie. Pensons au nouveau-né qui a besoin de soins matériaux à chaque moment, mais il a aussi besoin d'être nourri dans l'âme de joie et nourri dans l'esprit de toutes les capacités linguistiques qui elles permettent d'établir une bonne relation avec autrui. Et l'adolescent en a besoin quand même, parce que l'adolescent, quand il se fasse la conscience de la responsabilité du vivre, il a besoin d'un support pour ne pas se perdre, se désorienter en suivant les lignes dominantes du monde et en perdant le sentiment profond de l'être. Nous, adultes aussi, nous en avons besoin parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous veut du bien. On doit vouloir du bien, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui veut notre bien. Et pour vouloir du bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit nos actions. Era Fichte, la philosophe américaine, un travail de dépendance. Work is a dependency work. Le travail est un travail de dépendance, quelque chose qui nous tient liés à l'autre. Considérez les gens qui sont malades. Ces personnes, elles sont totalement dépendantes. Quand on entre dans une structure hospitalière, chaque décision est prise par autrui. Et dans la gestion du processus de sanification, la personne malade ressent sa faiblesse. Et le même, on peut le dire pour les immigrés qui arrivent dans un monde différent et qui arrivent en un monde nouveau sans rien, sans plus rien avec eux. Et cette manque de tout les rend fragiles et dépendants de ceux qui l'accueillent. Donc, la naissance est un temps qui décide pour nous, et cela nous rend vulnérables, et cela nous demande du soin. Mais le soin, pourquoi? Et ici, on trouve une troisième qualité de l'être humain. Mais l'autre qualité est que l'être humain est un être avec plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités que veulent s'implémenter. Nous sommes des êtres qui veulent travailler au modèlement de l'existence pour donner forme au temps qui nous accueille, afin que cela devienne un temps qui n'est pas commun, mais qui est marqué par notre subjectivité, par notre conscience, par nos désirs. Ce qui nous guide, selon Platon, qui parle de la recherche du bien aussi bien que Aristote, mais Plotine dit que guider tous dans le remodèlement de l'existence, le travail du vivre, selon les Grecs antiques, est défini en tant que agathos orexis, c'est-à-dire le désir du bien. C'est une affirmation merveilleuse. Donc, notre vie est une vie douée de grandes possibilités
Et ce sont des capacités affectives, esthétiques, politiques, pragmatiques de modeler un monde totalement humain. Et le travail du soin est exactement celui de prendre dans ses mains l'existence afin que l'existence puisse fleurir. Voilà le sens le plus profond du soin. Et donc, on a mentionné des qualités de la condition humaine et on a besoin du soin parce que à travers le soin, on peut prendre dans ses mains les possibilités de l'être afin que ces qualités puissent trouver une implémentation adéquate dans le monde. Voilà ce qui signifie éducation, parce que l'éducation n'est pas seulement une production de savoir et une fourniture de connaissances structurées. Selon Platon, l'éducation est, selon notre expression du grec ancien, epimeneia sucres, c'est-à-dire soin de l'âme. Voilà ce que c'est l'éducation. Donc, ce n'est pas entraîner les jeunes à entrer dans un monde défini, mais à avoir soin de l'âme et cultiver notre désir pour la transcendance. Et j'emploie le mot transcendance si bien que l'a fait Maria Zambrano, une grande philosophe espagnole, c'est-à-dire le désir de devenir notre pouvoir à être, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'il y a déjà pour donner une forme à notre moi intérieur. Et pour faire cela, il faut écouter profondément ce que l'âme nous suggère, parce que, selon Augustin, retourne en toi-même, mais retourner en soi-même n'est pas se plonger et se laisser aller au-dedans des limites circonscrites de la réalité individuelle, mais plutôt c'est écouter profondément son être, sa condition de l'être avec attention, qui nous conduit envers une autre dimension, qui nous guide en écoutant le désir du bien pour accomplir notre bien-être et notre propre être individuel. Et je vais parvenir à une troisième question. Comment est-ce qu'il faut être? Il faut définir la forme de l'éducation qui puisse répondre à ce paradigme qu'on a dessiné, c'est-à-dire le paradigme du soin. Avant tout, il faut parler de soins éducatifs. Le soin n'est pas seulement une question d'hôpitaux, de santé, mais c'est une structure fondamentale de l'action pédagogique. Et pour l'être ainsi, il faut que nous regardons en nous-mêmes pour savoir comment il faut se redessiner, se reprojeter, se remodeler. L'être humain est un éventail de possibilités qui doivent être cultivées afin qu'elles fleurissent. Chacun, quand il commence le parcours de l'éducation, est comme une sémence qui doit être plantée dans un bon terrain et puis nourrie et recevoir tout ce dont il a besoin afin qu'il puisse fleurir dans sa splendeur absolue. Et pour comprendre cette œuvre de cultivation, pour comprendre quels sont les instruments à utiliser, quel contexte de vie considérer, il faut avant tout définir et étudier notre possibilité, les comprendre mieux. Nous sommes pleins de possibilités. Nous avons une dimension cognitive qui exploite la dimension de la pensée qui doit être cultivée, puis la dimension affective à cultiver, parce que, comme le disait Heidegger dans son œuvre fondamentale pour le XXe siècle, être le temps, nous sommes nos émotions, nous ne sommes pas seulement nos émotions, nous sommes nos pensées, mais nos émotions, parce que très souvent, nos pensées pourraient être aussi dressées avec nos émotions. Et il suffit de penser aux mots qui sont employés dans la parabole du bon samaritain.
qui nous dit qu'il y avait une personne qui se sentait mal sur le bord de la rue et il y arriva quelqu'un qui l'a vu et qui passa avant. Et le fait de voir la vie est seulement un acte de la main, ce n'est pas un regard, une mémoire, donc un acte rationnel. Donc une personne le voit, le vit et à la autre. Puis une troisième personne arriva qui est le bon samaritain. L'Évangile dit, en grec ancien, vit. Kai, il vit et explagizomai. Il vit et il a eu de la compassion. Donc, la compassion est un acte fortement affectif. Cela signifie de sentir la condition autrui, la sentir fortement. Et vu qu'il sent de la compassion, il décide, et l'Évangile dit « cura epimelezei » et il eut du soin pour cette personne, c'est-à-dire il le porta dans son hôte pour avoir de l'argent suffisant. Il lui donna de l'argent suffisant afin que cette personne puisse avoir du soin pour ce pauvre sujet. Donc, l'affection est un aspect fondamental dans la définition de l'être. Et puis, à part la définition cognitive de notre être, il y a le sentir, il y a aussi la dimension esthétique de l'homme et la dimension de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de l'être humain, est une dimension qui nous rend sensibles à la recherche de la beauté, de l'esthétique, de belles choses. Dans l'ancienne Grèce, on employait l'expression kalon kai agazon, le bon et le bien. Le bon et le bien. Cela m'a été enseigné. On allait à la recherche de ça dans le monde ancien. Cela m'a été enseigné par une infirmière qui travaille dans la psychiatrie. Elle avait été confiée par le directeur de l'hôpital où elle travaillait la tâche de construire une structure pour l'accueil quotidien du tourne. Elle devait l'appranter du rien. Elle recevait des petites ressources pour implanter ce centre pour les malades psychiatriques. Et à un certain point, elle allait chercher le comptable qui avait les ressources économiques en gestion. Elle demanda de faire ainsi que les fournisseurs qui pouvaient donner les choses pour construire cette structure, elles pouvaient avoir l'argent suffisant pour chercher ce qu'il était nécessaire, avoir l'argent dans ses mains elle-même. Et le comptable lui demanda, mais pourquoi ça? Elle a répondu, parce que je sens nécessaire que ce centre soit organisé comme une maison, donc je ne veux pas des choses qui sont comme un centre extérieur, mais je veux qu'ils se sentent comme une maison, que la maison soit décorée comme une maison de famille, parce qu'ils puissent sentir de vivre dans une ambiance plaisable et confortable, avec les couleurs, avec la chaleur qui est nécessaire pour y vivre. Et c'est là la même chose que font les éducatrices des enfants, qui ne se limitent pas à les accueillir dans un environnement, mais qui cherchent à cultiver le sentiment de la beauté dans une crèche. Vous le savez, il y a des jeunes dans la salle peut-être qui s'occupent de l'éducation des enfants. Une crèche où j'ai appris les méthodes du soin. Personnellement, moi, j'ai trouvé une éducatrice qui, quand les enfants dormaient, elle avait du temps disponible. Elle préparait des tentes pour les crèches avec
des papillons, parce qu'elle disait quand les enfants regardent en haut et ils se trouvent dans l'air lit, ils doivent pouvoir voir et regarder quelque chose de beau. Il s'agit de petites choses, mais qui sont des choses très importantes parce que la beauté nourrit l'âme. Et si on est habitué aux choses belles, mais simples, sans doute, l'âme se nourrit d'un antidote aux choses mauvaises du monde auxquelles la politique en général nous a habitués. Et donc, on a une dimension affective, une dimension cognitive, une dimension esthétique et une autre dimension est représentée par la dimension spirituelle. Quand il y a plusieurs années, en 2006, j'avais été appelée par le ministre de l'Instruction pour établir les programmes dans une commission. J'avais beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait indiquer ces compétences humaines. Et j'avais insisté sur l'importance de l'éducation spirituelle. Et je veux définir l'éducation spirituelle d'une manière laïque, et pas avec une exception particulière religieuse. Quand on enseigne dans un contexte éducatif, il faut considérer tous sans faire distinction de leur foi religieuse. Parce que la spiritualité est une qualité de chaque être humain, mais malheureusement, très souvent, elle est laissée mourir avant qu'elle puisse fleurir. Et la spiritualité est quelque chose qui va à la recherche de la signification de l'existence, de sa place dans le monde, qui soit la place dans la manière où l'on peut réaliser ses propres potentiels. Et afin de pouvoir cultiver la spiritualité, il faut remplir, il faut combler le temps qu'on passe dans notre école avec une attention aux question fondamentale de l'être. Il faut dire en ce sens que l'école, qui est un endroit où l'on donne des réponses, des compétences, des connaissances, des procédures d'enquête, des instruments d'enquête. C'est ça l'école souvent, mais nous le savons que nos enfants, ils ont un grand désir de questions en ce qui concerne la raison de l'être, le sentiment de l'être sur la vie, et cela doit être cultivé dans le temps qu'ils passent à l'école, chez les enfants, chez les jeunes gens, chez les jeunes hommes, chez les jeunes filles. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans le temps, dans ma vie, pour rendre mon temps quelque chose de bon? Donc, faisons ainsi que cette question fondamentale ne soit pas relâchée à côté, mais qui devient au contraire centrale dans l'existence. Et les questions que Platon nous enseigne, c'est qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que c'est le beau, qu'est-ce que c'est le mauvais, qu'est-ce que c'est le juste, qu'est-ce que c'est l'injuste. Nous assistons chaque jour au comportement de personnes qui, face aux injustices, restent en silence. Peut-être elles ne sont pas été habituées à voir des injustices. Ceux qu'ils voient ne les frappent pas, ne les touchent pas. Comme dans la parabole du bon samaritain, les premiers deux qui passent, ils ne voient pas la personne sur le bord de la rue. Ils sont incapables de voir ce qui se passe, incapable de sentir la responsabilité pour autrui. C'est pour cela qu'il faut se demander qu'il faut considérer ce qui est juste et ce qui est injuste. Et si les enfants qui nous demandent une présence sur ces questions, il faut retomber aussi sur la présence politique juste. Et cela pourra se passer si on est capable de sentir comme irrénonçables certaines conditions, certains sentiments de l'être pour chacun. Donc, on ne peut pas
marginaliser l'éducation spirituelle au monde. Bon, elle peut se passer, il peut ne pas se passer. Non, on ne peut pas faire ainsi. Il faut avoir une attention spécifique dans chaque projet éducatif, comme si chaque jour on se trouvait autour ou sur un tapis ensemble à parler en cercle pour débattre sur ce qui est essentiel et apprendre à voir ce qu'il y a sur place, ce qui nous permet de fleurir. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps fondamental au contraire, parce que c'est le temps qui nous donne l'immunité par rapport au mal, aux mauvaises choses qui sont véritablement nombreuses. Et l'action pour le bien en éloignant le mal demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Cette force, cette énergie, on la trouve en cultivant l'esprit. Et puis aussi, sans doute, en travaillant en groupe avec les autres. C'est la dimension qui est définie, le conseil éducatif, la complémentarité, la socialité, parce que chercher les liens avec autres est fondamental. Tout seul, on peut faire très, très peu. Rien, presque très peu en tout cas. Et parce qu'on ne peut pas équiper un monde qui puisse accueillir notre réalité. Je l'ai dit aussi selon une autre récente expérience pendant laquelle j'ai cherché à proposer un idéal de recherche d'école, de gestion des affaires publiques d'une manière honnête, rigoureuse, et très attentif au gaspillage et pour porter aux enfants et aux citoyens tout ce qui était possible. Et malgré ce que j'ai fait, et peut-être je n'ai pas été assez brave ou compétente, j'ai été forcée à quitter parce que j'étais seule. Donc, j'ai laissé et parce que je ne pouvais pas continuer, parce que certaines actions dans le monde demandent le support, le soutien des autres et travailler ensemble. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres fragiles et vulnérables, comme je l'ai dit, et on ne peut pas penser de tout faire tout seul. Et donc, le projet du bien demande la capacité d'établir des liens importants. Et les liens importants sont les liens d'amitié, selon Aristote. Sans l'amitié, sans la philia, on ne peut rien construire. Aristote dit que l'amitié est un sentiment fondamental. Aristote l'a défini comme une vertu de la vie. Et qu'est-ce que c'est l'amitié dans son essence? C'est le soin, parce que l'ami, comme nous le dit Aristote, veut le bien de l'autre. Il ne veut pas le bien pour soi. Il est content quand il voit l'autre être content. Et l'amitié est une relation qui porte lumière sur l'action de se prendre soin, parce qu'il ne demande rien à l'autre, parce qu'elle est guidée par le désir du bien, par une vertu. Et ici, on atteint le noyau fondamental de l'éducation, qui est l'éducation éthique. La vertu de l'amitié est guidée par la vertu de la gratuité, c'est-à-dire être capable de demeurer dans le monde, non toujours et seulement en cherchant quelque chose pour soi, qui sans doute est important parce qu'il faut que nous préservions notre vie. La vie n'est pas un gaspillage d'énergie, hein, mais il faut employer et utiliser l'énergie pour nous, pour le soin de nous. Mais dans l'action avec les autres, il faut être capable de gratuité. Je veux ouvrir une parenthèse très importante. Oh bon, on demande à Madame la professeure de faire une synthèse pour conclure. Oui. Je rappelle un dialogue avec les enfants dans une classe. Là, on a discuté sur le conseil de soins, d'amitié. Et quand on a parlé de générosité, de gratuité, un enfant était douteux. Être généreux, ça veut dire donner mon biscuit quand il ne l'a pas à la pause. Mais une petite fille
n'était pas d'accord, mais parce qu'elle a dit, oh bon, tu as toujours 2 biscuits, donc c'est simple. Quand tu en as 2 et tu en donnes un, la gratuité, quand tu n'as pas même un biscuit et tu donnes ton seul biscuit à l'autre. Ce sont les gestes qu'on peut mettre en place dans le monde, chercher cette dimension qui est une dimension éthique et qui est représentée par l'amour profond pour les vertus. Voilà le message évangélique dans son propre sens et signification. Merci pour votre écoute. Nous vous remercions véritablement, professeur Mortari, pour ce merveilleux paradigme éducatif à propos du soin. Je crois qu'il y aura plusieurs questions. Après, vous pourrez rester avec nous pour les questions après, mais maintenant, je vais vous inviter à entendre ce que professeur Alessandra Morelli a à nous dire. Elle est une experte en politique humanitaire. Elle a été pendant plus de 30 années le délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a géré pour cette institution, le Commissariat des Nations Unies, les urgences dans des zones de conflit à haut risque, en dialoguant avec les gouvernements, l'OTAN, les ONG, les sociétés civiles et le tiers secteur. Donc, il s'agit d'une expérience véritablement importante. Nous sommes contents que vous êtes avec nous. Et à partir de son expérience, elle intervient sur les ressources en faveur de l'éducation des femmes pour l'éducation préventive. Merci. J'ai une forte émotion maintenant pour être partie de ce moment de réflexion, mais aussi de recherche de solutions et un saut dans l'avenir, vers l'avenir selon les réflexions d'aujourd'hui. J'ai une forte émotion en cela parce que je ne suis pas une pédagogue, je ne suis pas un académicien, un expert dans ces matières, mais je me définis en tant que femme de dialogue, une femme qui a vécu sur le champ, une femme qui a cherché à ouvrir, à chercher des espaces et les organiser pendant les guerres et aux mains nues, sans instruments, parce que travailler dans les Nations Unies ne signifie pas d'avoir tous les instruments à disposition, mais c'est toi qui deviens un instrument et parfois tu dois t'inventer ce qui est impossible à l'apparence. Mon expérience a été celle de comprendre, mais il m'a fallu 30 ans que la résolution, très souvent, dans les crises arrive grâce à la proximité. Donc, je vais m'attacher à la vision de Don Bosco sur la proximité en cherchant de me rapporter, selon mon expérience d'ouvrier sur le champ. Et non en tant qu'académicien, mais aujourd'hui que je suis à ma retraite, je cherche à éduquer moi-même aussi pour transformer mon expérience en ressources pour les autres, donc comme une restitution. Ça me semble le moindre qu'on puisse faire pour rester une citoyenne active et pour utiliser un langage spirituel, être don jusqu'au dernier jour. C'est avec cette attitude, avec humilité, que je vais approfondir la réflexion des ressources féminines pour une transformation humanisante de la société. Mon travail pendant 30 années a eu comme objectif que je me suis posé
moi-même aussi dans la gestion de crises humanitaires profondes dans des guerres comme en Somalie ou au Niger, ou le Sahel, ou le Corne d'Afrique, le Yémen, le Kosovo, l'ancienne Yougoslavie, la Géorgie. Ce sont les endroits où mon mandat m'a envoyé et mon attitude a toujours été, dans ma leadership, j'étais responsable avec un mandat, un assignement pour gérer le pays et en représentant le commissariat et le commissaire italien Filippo Grandi que vous avez entendu nommer, avec sa forte expérience pour les réfugiés. Et ma tâche qui m'avait été assignée, c'était d'ouvrir des espaces et les protéger, les préserver et mettre dans ces espaces. Je me collègue à Luigina Mortari, je me réfère à elle qui est une inspiratrice dans ma leadership et je serai beaucoup complémentaire avec les réflexions du professeur Mortari, c'est-à-dire remplir cet espace de soins. Quand je me réfère à l'ouverture d'espace, à la rupture de l'autoréférentialisme, rupture de l'automatisme, ouvrir le seuil et injecter, reverser dedans un soin de la proximité, la sauvegarde de la dignité de l'humain. Je me réfère ici, je m'attache aux ressources fondamentales du féminin. Je veux proposer un changement de paradigme. Ne pas parler des ressources féminines avec la rhétorique du victimisme, c'est-à-dire la victime parlant en cherchant de trouver une parité. Une victime qui est dans une cage et qui souffre de disparités. Il faut avoir tout à fait ces sentiments, mais il faut parler des ressources qui font du bien aussi au masculin, qui font du bien aussi à la leadership du masculin. Cette réflexion a maturé dans mon expérience après des expériences difficiles, quand j'étais seule à diriger des situations avec les hommes, seulement les hommes, dans des pays comme l'Afghanistan, la Somalie, il était fortement difficile de chercher du know-how, le recrutement féminin, parce que ce n'était pas dans leur culture de voir une femme qui allait travailler dans une organisation comme les Nations Unies, notamment considérée comme un ennemi, en particulier dans certains pays, parce qu'il y a plusieurs sœurs qui savent, selon leur expérience, ce que j'ai expérimenté. Elles connaissent la difficulté de cette proximité, de la mettre en place. Et ça, en particulier là où, dans certains pays, le terrorisme a comme seul objectif le déplacer, le casser, le détruire, la quotidienneté, la vie quotidienne. Et à l'intérieur de cette destruction, les écoles, bien souvent, deviennent le cible, l'objectif fondamental des terroristes. J'ai travaillé pendant des années avec les terroristes. J'ai vu leurs regards, je les ai physiquement expérimenté. Je suis victime d'un attentat terroristique moi-même en Somalie en 2014, mais je suis là maintenant. J'ai survécu à cette terrible expérience et je suis heureuse de pouvoir raconter ce que signifie combler ces espaces qui s'ouvrent dans les territoires fragiles et la possibilité de maintenir l'éducation dans des territoires fragiles à travers l'expérience de la leadership au féminin. C'est cela que je voudrais vous donner aujourd'hui.
Donc, ma proposition de réfléchir sur les ressources féminines en dehors du chemin habituel qui s'intéresse aux inégalités. Normalement, il y a les inégalités sans doute, mais il faut mettre en place quelques autres éléments, c'est-à-dire le conseil que l'aspect masculin peut se prendre le poids de ce problème, parce qu'il faut avoir la capacité d'humaniser à travers les valeurs que j'ai décrites, qui sont communs à l'être humain. Et j'expliquais souvent à mes collègues, aux enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles, dans ces lieux de crise, avec des centaines de mes collègues, 500 parfois personnes, auxquelles je devais dire comment rester motivé dans des zones là où tu faisais un pas en avant et 500 pas en arrière. Comment demeurer, comment rester là avec cette incertitude. Et très souvent, les journalistes me demandaient aussi comment est-ce que vous pouvez gérer cette situation. Quel est l'aspect de votre quotidienneté, votre vie quotidienne dans ce contexte fragile? Et je leur répondais qu'il fallait gérer l'inconnu. Peut-être on ne sait pas tout de suite ce qu'il faut faire, mais simplement accueillir. L'espace est un autre conseil, un conseil très important selon mon expérience de travail. L'ouverture d'un espace pour les réfugiés, médiation, ouverture afin de faire rester les champs pour les réfugiés qui sont des lieux non-lieux qui se trouvent dans plusieurs parties du monde. Nous demandent de faire une médiation avec le gouvernement pour trouver un espace d'accueil pour les faire rester, mais aussi redonner vie et engendrer de l'espoir, comme je l'ai toujours dit, redonner le siffle de vie, c'est-à-dire redonner l'opportunité de faire respirer à nouveau. Parce que ceux qui sont forcés à laisser leur maison, leur pays de provenance, qui sont forcés à se déraciner, ils se trouvent, comme le dirait Bauman, à rester dans un non-lieu. Donc, c'est notre tâche de créer ce nouvel lieu, ce nouvel endroit, ce nouvel domaine de l'existence. Dans ce lieu, il faut régénérer tout ce qui sert à la personne pour leur existence. Et dans ce sens, je reprends le fil de ce que le professeur Mortari a dit, c'est-à-dire le mettre dans un espace de soins qui signifie, selon moi, en synthétisant ce qu'on a entendu dire, soin et passion pour la vie, passion pour l'être humain, passion pour la sauvegarde, passion pour les droits, passion pour rétablir les priorités pour les droits de l'homme et pour marcher dans la juste direction, parce que le parcours aujourd'hui va en arrière, malheureusement. Donc, rester dans ce espace éducatif signifie soin. Dans mon expérience dans des pays et dans des contextes fragiles, là où plusieurs de vous déjà travaillent, et celui de faire ainsi que le droit au développement et à pouvoir songer, rêver et désirer. Le désir est l'avenir et l'implémentation, le désir pour l'implémentation de ses propres rêves puisse être tangible, et savoir que l'éducation dans ces zones est la première victime de la guerre, est la première victime du terrorisme, est la première victime selon les priorités des gouvernements, parce que l'éducation est la première victime
qui exclut une partie de l'humain qui est le féminin. Voilà pourquoi il faut combattre avec les ressources féminines le droit à l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation dans les pays fragiles n'est pas seulement enseigner l'alphabétisation. Perdonatemi italiano, perché scuola, Ah. parlando di educazione non ho mai frequentato la scuola italiana. La relatrice n'a jamais fréquenté, j'ai jamais fréquenté une école italienne et souvent mon italien n'est pas parfait parce que mon père travaillait à l'étranger. Et donc, je disais, il faut assurer l'école pour les jeunes filles parce que l'école devient un lieu de protection, un lieu de droit à la vie, un lieu de possibilité de ne pas tomber dans une routine de la vie quotidienne, de la vie de chaque jour, comme une épouse, enfant, ou de recrutement chez les forces extrémistes ou de devenir esclave des objets sexuels. Voilà l'éducation dans les pays fragiles. Elle va en outre, elle va au-delà parce qu'elle devient protection, elle devient droit à la vie. Voilà pourquoi les écoles dans les pays fragiles, comme les hôpitaux, doivent être des zones franques. Et cela est un grand travail à faire tous ensemble en dialogue avec ceux qui ne le veulent pas, des zones de protection, no trespassing. Cela deviendrait une violation fondamentale de l'être humain, un crime de guerre contre l'humanité parce qu'il rompt l'avenir et fait devenir des esclaves. L'éducation dans mon travail a été définie de cette manière. Dans l'accueil de 50 000, 60 000, 70 000 enfants, il y a jusqu'à un an, j'ai travaillé en Niger à l'intérieur de la crise du Sahel. Et c'était une expérience terrible. Et aujourd'hui, la crise des mouvements forcés des personnes, des déplacements forcés des personnes est un procès très complexe qui n'est plus dû au conflit, mais plutôt dans multiplicité de conditions, des réalités, des situations. Et donc, souvent, il s'agit de problèmes économiques, donc une série de conditions complexes qui créent une situation qui est très, très différenciée. Il y a aussi les éco-réfugiés qui ne sont pas tenus en compte souvent. Et comment mettre en comparaison ma vision avec la vision de Don Bosco? Quand Sœur Grazia m'a dit qu'on voudrait que moi je puisse parler aujourd'hui, j'ai étudié la vie de Don Bosco et je la connaissais un peu, mais j'avais une vision romantique seulement dans les oratoires, ce qu'il faisait dans les oratoires. Mais aujourd'hui, j'ai approfondi ma vision et aujourd'hui, on sort de la crèche, de notre crèche. C'est ça l'exigence présente, fondamentale, parce que il faut que nous puissions porter les périphéries au centre, reconduire ceux qui sont perdus et dans les banlieues du monde, les rendre des actrices et des acteurs pour l'avenir du monde. Préventivité signifie passion pour la vie et pour l'aspect humain. Préventivité signifie soin, signifie anticiper la non-action de l'humain
Parce que la non-action, le manque d'action sur l'humain signifie perdre l'humain, l'aspect humain. Donc, je suis d'accord. Éducation en tant qu'accompagnement, comme élevage, l'accompagnement n'est pas un mot que je dis avec légèreté, parce qu'il s'agit d'une valeur éthique fondamentale pour chaque gouvernance. La politique qui n'accompagne pas n'est pas une politique du soin et des faces des personnes, parce qu'elle ne place pas l'aspect humain à son centre. Donc, la préventivité de Don Bosco constitue une autre valeur féminine, qui est l'accompagner, c'est créer des espaces du marginal au centre du cœur de chacun, au centre de la vie, au centre de l'avenir. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement. Pour moi, assurer un espace, un endroit est devenu une sorte de vocation, parce que dans ma vie quotidienne aujourd'hui, j'aimerais dire que je m'occupe de la régénération d'espaces, d'endroits, de domaines. Ce n'est pas du point de vue architectural. Je ne suis pas un architecte, je suis rien de ceux qui demandent un diplôme. J'ai fréquenté l'université de la vie personnellement. Oui, j'ai étudié philosophie et théologie, et c'est mon diplôme, mais j'ai cherché à entremêler tout ça avec mon expérience de vie. Le régénérateur d'espace signifie qu'il faut faire ainsi que, et dans cet espace, le chemin des droits humains puisse prendre une démarche en avant et pas en arrière. Selon l'agenda 2030 des Nations Unies, et je parle en tant qu'ancienne membre des Nations Unies, même si on reste avec son esprit dans cette institution, les Nations Unies sont un grand idéal qui ont souvent des moments d'incertitude, de fatigue, mais c'est comme un endroit là où on peut entrer en conflit, combattre personne à personne pour affirmer les valeurs qu'on veut promulguer dans le monde. L'agenda 2030, c'est de créer des espaces. Mais les agendas précédents, en 2016, voulaient déjà créer l'inclusion pour des sociétés pacifiques, pacifiées. Donc, une autre passion que j'ai développée dans ce contexte a été de pouvoir travailler sur la justice préventive de la part des communautés, la justice sociale préventive. Et une fois encore, on parle de prévention. Prévenir, qui en anglais se dit preparedness, qui veut dire être préparé. Et ça veut dire pouvoir considérer les contextes au-delà du présent. C'est un don qui est pour très peu de personnes, parce que la plupart des problèmes et des crises écologiques sont dus au fait que nous ne prévenons pas, nous restons ancrés et arrêtés dans un passé en considérant la vie de chaque jour sans l'aspect du soin et sans la sauvegarde de la personne, de l'individu. En réfléchissant à propos de Don Bosco, j'ai remarqué le féminin et avec sa capacité de retracer des seuils nouveaux, d'ouvrir des espaces, le manque de référentialité en soi-même, qui ne se renferme en soi-même. Et si on me demandait comment exquiser la dimension stratégique de Don Bosco, je le ferai avec le jeu des 15 papiers. Cela est aussi mentionné par Francesco Stoppa. C'est un jeu qui était à la mode en Italie, un jeu
que te donne 15 chants mêlés et là-dedans, tu dois les remettre en ordre du numéro 1 au numéro 15. Mais afin qu'il soit possible, et voilà le conseil de la leadership au féminin à la racine du féminin, il faut qu'il y ait un champ vide. Et en réalité, ce champ vide est le véritable moteur de la communauté qui fait bouger le reste, c'est-à-dire le manque d'autoréférentialité qui est là et qui bouge et qui pousse tout le reste, qui reconduit à l'ordre, à l'espoir, à la logique, à une nouvelle lecture limpide, claire, des 15 chants tous en ordre, afin que je puisse les lire en ordre en les comprenant bien. Je voudrais transmettre mon enthousiasme pour ces 15 cartes que j'ai aussi transmis aux jeunes. Et je m'excuse, elle l'a dit avec les traducteurs. Bon, ce casse-tête classique, ce jeu dont on parlait, les 15 cartes, ce vide qui a créé cette rupture dans la chronologicité. Il pourrait sembler une rupture, un vide, un arrêt, mais au contraire, il s'agit d'un moteur, d'un engin de mouvement. Et je la vois, c'est ainsi que je vois la préventivité de Don Bosco, la génération d'un mouvement chez les autres, des champs qui peuvent être réordonnés en vertical, en horizontal, seulement parce qu'il y a un espace vide, et un seul espace vide, qui est la rupture, qui n'est pas un manque, mais un seuil, une possibilité qui engendre d'une manière créative une solution. J'aime de la voir ainsi, d'embrasser de cette manière Don Bosco aujourd'hui, et je le remercie pour cette possibilité de rencontre à travers vous. C'est une richesse immense. La leadership au féminin que j'ai développée pendant toutes ces années n'a pas été un travail simple, parce que aussi dans les grands sommets des Nations Unies, on a l'habitude de considérer la leadership en tant que pouvoir et pas en tant que soin, avec une absence d'émotion pour parvenir à une solution en oubliant souvent le rencontre avec l'aspect humain. Il n'a pas été simple, mais j'ai toujours eu des gens le long de mon chemin qui l'ont compris. Et même s'ils ne l'ont pas compris en surposant l'émotion de la compassion dont on parlait, avec l'attitude d'être bon, ce n'est pas ainsi, non. Je crois que dans ces cas-là, il s'agit de stratégie, de quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire mettre en place les ADN et le mettre en cercle, créer l'apprentissage de cette manière. On se trouve dans la solitude en embrassant la préventivité parfois, parce que mettre l'aspect humain au centre, très souvent, à travers la solidarité, les soins, l'amour, la proximité, représente quelque chose de difficile. Il s'agit de valeurs qui ont été criminalisées. Considérez
résistance perpétuelle qu'il faut exercer pour ne pas laisser en arrière l'aspect humain, mais continuer à éduquer l'humain. Aujourd'hui, est-ce que l'éducation à l'humain a une signification? Est-ce qu'il y a un avenir pour ce type d'éducation? Il s'agit des questions qu'on se pose avec les gens et qu'il faut se poser dans l'éducation et le mettre en vision avec force et clarté. Et donc, selon ma vision, il s'agit de revoir la préventivité avec les valeurs féminines pour créer l'humain et pour protéger l'humain, l'aspect humain. Non pas créer, mais protéger l'aspect humain pour déshumaniser, pour ne pas déshumaniser l'humain comme on le font les guerres ou tous ceux qui iront avec les non-espaces, les non-lieux, pour avoir la prévention en tant que liaison qui est la source principale de la vie intérieure, parce que la relation est le fondement de la vie intérieure, et aussi bien spirituelle que évangélique, parce que l'évangile nous conduit à une vie intérieure et nous fait comprendre la force de l'esprit dans l'action. Il s'agit d'une expérience personnelle et je vous remercie pour m'avoir écouté. C'était rien d'académique, mais quelque chose de fortement provenant de mon cœur. Dottoressa Morelli, grazie per la sua passione. Merci, Madame Morelli, pour votre passion. Vous avez engendré un espace dans nous, dans chacun de nous, en parlant de préventivité en tant que soin pour la vie en général. Et maintenant, on ouvre un espace de débat avec la salle et avec les personnes à distance. Professeur Mortari, j'espère qu'elle est encore là. J'ai à côté de moi professeur Morelli. Et pour ceux qui, entre vous, veulent poser une question ou donner des commentaires, je suis là pour répondre. Nous sommes tous là disponibles avec tous ceux qui sont à distance sur le web, sur le tissu. Voilà, il y a déjà des questions qui sont arrivées en ligne. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut prendre la parole. La parola è sua. Je vais parler en anglais. La question est en anglais. Et je traduis. Il ne faut pas définir la femme comme un objet. Mais nous faisons une erreur parce que parfois on place la femme non pas comme une entité, mais comme un être humain avant tout. Donc, il faut emphasiser cet aspect de l'être. Une femme, être un être humain avec sa propre dignité, avant d'être considérée comme une femme. Vous avez dit au début que nous devons repenser à la manière de laquelle on définit la femme, parce que nous ne définissons pas proprement la femme, en effet. English, I can answer in English if you want, o in italiano. Lei ha la traduzione, do you have the translation? I can speak in Italian? Ondere, ok. Assolutamente la domanda era assicurarci che la question, en effet, était de faire ainsi, de définir la femme avant tout en tant qu'être humain, avec ses droits pleinement enracinés et dans le monde, dans la vie quotidienne, dans l'espace du vivre. Sans doute, je suis d'accord, mais ce n'est pas tous qui la pensent ainsi. Et donc, le rôle de l'éducation entre en jeu.
Je confirme, j'affirme encore une fois la nécessité d'éduquer l'être humain à l'éducation. Et ce n'est pas quelque chose de donné parce que, vu que je suis en train de développer ce projet de rester humain en enseignant l'humain, mes amis qui enseignent la psychologie m'ont demandé de parler de ça à l'université parce qu'il n'est pas simple de tenir des cours universitaires qui se concentrent sur l'humain parce que souvent on va tout droit aux notions, mais on oublie de placer l'aspect humain dans son endroit de chaque jour et de fragmenter et son ADN dans la réalité et le mettre dans la réalité. Parce que très souvent, il y a des pays où on a oublié que la femme est un être humain qui fait partie de la grande famille humaine. Sans doute, on y fait partie. Je vais donner la parole après la question qui est arrivée sur le tissu en ligne, qui est la suivante. En tant qu'éducateur, qu'éducatrice, on sent la responsabilité. Professeur Mortari, elle est là, heureusement. Et alors, on disait, en tant qu'éducateur, qu'éducatrice, on sent la responsabilité de donner un bon témoignage, d'être fort. Parfois, on a la tendance de cacher notre vulnérabilité, notre fragilité. Donc, comment peut-on éduquer nos nouvelles générations à cohabiter avec leur vulnérabilité si longtemps à la cacher en nous-mêmes? C'est une très belle question qui pose l'accent sur la complexité de l'acte éducatif. D'un côté, l'éducateur doit démontrer d'avoir la force nécessaire ainsi que l'autre puisse développer la confiance. Il faut montrer énergie, force et capacité d'être présent pour faire ainsi que l'autre puisse ressentir un sentiment de confiance, d'espoir en nous. Mais de l'autre côté, nous, on est capable d'éduquer l'autre à accepter sa vulnérabilité, sa fragilité et à rendre leur fragilité, leur vulnérabilité un point de départ pour la réalisation de l'être seulement si nous acceptons et nous montrons notre fragilité. Et cela se passe en effet dans l'éducateur, mais non pas assez en montrant ta propre fragilité, mais surtout dans la profonde humilité, c'est-à-dire dans la capacité, quand il est nécessaire, de montrer ce que nous ne savons pas encore faire ou encore dire ou expliquer. Et en même temps, démontrer le parcours que nous avons entamé à la recherche d'une réponse à notre pensée, à nos actions. Donc, ce n'est pas une question de révéler aux autres nos fragilités émotives ou cognitives de notre vie quotidienne, parce que les gens ont besoin de sentir en nous un point de support, de soutien, un point d'énergie. Mais en même temps, ils ne doivent pas nous percevoir comme quelqu'un qui sait toutes choses, qui est comme un savant sur tout et qui n'ont pas des incertitudes. Et comme Jean 23 disait que la vitesse est la capacité et de demeurer en deuxième plan parce qu'on peut accomplir le sentiment de l'existence sans se placer d'une manière trop assertive. Donc l'humilité en tant que douceur,
parce qu'il faut démontrer que nous acceptons les choses qui nous rendent incomplets, incapables, mais en même temps, cela nous permet de montrer le parcours que nous avons pris pour combler les conditions qui nous permettent de démontrer au plus haut niveau notre condition meilleure. Je suis Sœur Marthe, je viens de la Pologne. Je veux faire un commentaire. Merci beaucoup pour ces deux relations, ces des interventions qui nous ont montré les grandes ressources des femmes. Aujourd'hui, on a besoin de voir des femmes courageuses qui ont la capacité d'aimer et de le montrer en commençant de petites choses, de petits gestes, comme vous l'avez dit. Et je remercie le professeur Mortari qui a dit que éduquer signifie avoir du sang de l'âme. Et il est beau que la beauté, dans l'âme, il y a aussi la beauté. Nous, femmes, on est attachées à la beauté. Et cette beauté nourrit l'âme. Merci pour les exemples concrets, pratiques que vous avez montrés et communiqués. Et je vous remercie pour avoir souligné qu'il faut chercher les liens avec les autres. Et je veux aussi remercier Alessandra pour ton témoignage en tant que femme courageuse, mais humile aussi. Et merci pour l'appel afin que l'école, comme les hôpitaux, doivent devenir des zones de protection parce que l'éducation est la première victime de guerre, comme vous l'avez dit. Et je vois le beau travail que mes concerts développent en Pologne pendant ces temps difficiles avec les réfugiés de l'Ukraine. Et nous voyons ce que vous avez dit, qu'il est nécessaire d'ouvrir des espaces pour se prendre du soin. Et cela se produit avec des petits gestes qui sont souvent invisibles, mais qui sont des gestes d'amour et de paix et qui deviennent grands grâce à l'aide du Seigneur. Et grâce à vous aussi pour le fait d'avoir souligné que l'éducation doit être un accompagnement nécessaire parce que dans différents endroits du monde, dans différentes zones du monde, les enfants ont besoin de cet accompagnement. Peut-être on est fragile, on est vulnérable, comme on l'a dit, mais avec l'aide du Seigneur et avec l'aide des autres, on peut faire davantage. Je n'ai pas de questions parce que votre témoignage est profondément éloquente. Je veux remercier toutes les femmes qui ont le courage de réveiller les ressources pour servir les autres avec amour en commençant des gestes petits. Grazie per le sue grazie. Merci pour vos remerciements et aussi pour votre synthèse que maintenant a déjà été faite. Je ne dois pas la répéter, alors je ne peux pas la faire. Je suis sœur Piera Cavaglia. Je remercie profondément pour les deux interventions qui nous ouvrent des horizons grands, pratiques et d'avenir et qui nous trouvent fortement en syntonie en tant que charisme éducatif salésien. Mais la question qui est venue à mon esprit concerne les deux relateurs. C'est-à-dire, je demande une réponse pour chacune de vous. Comment apprendre à se prendre du soin? Je ne crois pas qu'il s'agit de quelque chose de naturel, de spontané, parce qu'il faut avoir un chemin de formation pour ça. Nous, en tant qu'éducatrices, mais aussi éduquer les jeunes hommes, les jeunes femmes, à apprendre comment se prendre du soin. Avant de répondre, je veux lire une question qui est liée à cette
commentaire. Est-ce que la capacité du soin ne pourrait pas être un défi intéressant d'éduquer le côté masculin en attitude de cure en considérant que le soin est normalement considéré comme une attitude spécifiquement féminine? Alors, on demande la réponse de la part des deux relatrices. Je vais essayer de répondre. Éduquer et nous éduquer aux soins est une question que je me suis posée très souvent parce que nous sommes les premiers qui n'ont pas la compassion pour nous-mêmes. On est très durs avec nous-mêmes, à nous juger. Et cette attitude d'autocompassion, c'est-à-dire compassion vers soi-même, est un chemin nécessaire pour des femmes comme nous qui ont fait de leur vie un don de relation. Professeur Mortari l'a dit et moi aussi je l'ai dit dans mon partagement, ma condivision de mon expérience, la capacité de s'écouter pour déplacer de la dimension intérieure la dimension extérieure. Et je pense, en tant que congrégation salésienne, où vous êtes toutes des femmes de foi, c'est une dimension commune pour nous ici, dans laquelle on se confronte chaque jour dans cette dimension spirituelle, dans la vie communautaire, et comment développer dans la conscience que la compassion naît en nous-mêmes. Et Luigina pourrait être complémentaire sans doute à ma réponse. Je veux continuer sur les lignes de la réflexion d'Alexandre. Je vais le dire à travers quelque chose de pratique. Je crois qu'il faut proposer l'éducation aux soins à travers le témoignage. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, mais quelque chose de pratique. Il faut démontrer pratiquement à l'autre que nous, on a du soin. Quand les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons entrent à l'école, et je parle d'école parce que c'est un moment apical de l'existence, ce que nous faisons vers eux ira leur modeler. Et si nous agissons comme des êtres sans attention, mais qui sont là pour emprunter un procès d'instruction, voilà tout, c'est ce que les enfants et les jeunes vont apprendre sur l'existence. Mais si on leur transmet l'importance de l'accueil, de l'empathie, de l'écoute, c'est là qu'ils vont l'apprendre. Ils peuvent l'apprendre. J'ai été enseignante dans l'école primaire pendant des années et un matin, j'ai demandé à un enfant de raconter ce qui s'était passé le jour auparavant, le premier jour de l'école, et elle m'a raconté. Mais j'étais en train d'écrire sur le registre. Et elle m'a reprise parce qu'elle m'a dit, mais est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Et parce qu'on a la tendance à faire une chose ou deux choses en même temps. Mais si l'autre te demande l'écoute, une attitude d'inclination vers l'autre, cet enfant m'avait signalé que je n'avais pas une attitude de soin. Alors j'ai pris, je me suis mise vers elle et j'ai pris ma figure dans mes mains et je me suis mise à l'écouter. Puis elle m'a pris mon visage et l'a déplacé vers le registre après avoir parlé. Ce sont des petites choses, des attitudes physiques et pratiques. Parce que très souvent, à travers ce que nous disons, à travers ce
que nous faisons, nous ne faisons pas les choses justes et que les enfants vont apprendre automatiquement. Il y a dans l'Évangile un pas qui suggère de prêter l'attention aux mots que nous disons, parce que si nous n'avons pas des mots de soins qui sont des médicaments, les autres ne vont pas l'apprendre parce qu'ils apprennent des mots sans soins qui vont les restituer et à leur tour. Donc, dans l'Évangile, on dit que la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on prononce, mais Jésus le dit que la vérité se fait. C'est l'action de chaque jour. Andiamo all'ultima domanda in Et sala. maintenant, per on cortesia. parvient à la dernière question dans la salle. Avant tout, je voudrais remercier pour les interventions, mais aussi pour votre témoignage. Et je voudrais faire une question qui me touche personnellement. Dans le moment où je pouvais rencontrer des gens, les pauvres, les gens qui se sentent abandonnés, menacés, à ce moment-là, dans ces contextes, j'avais l'impression, la perception que ces personnes sont pleines d'angoisse, de préoccupations, de rage parfois. J'ai senti que pour trouver un sens de la vie, ils devaient surmonter une phase intérieure. Et voilà ma question. Alors, comment est-ce qu'on peut aider l'éducation pour mettre ensemble miséricorde et justice? Alessandra, vuoi... Posso aggiungere forse? Sì, Est-ce que je peux donner un commentaire ou dire quelque chose à ce propos? l'ultima che aggiunge. Dit sur Sì. la sœur de la salle. Ah, pensavo che era di là. Scusi. Io entro in un'esperienza, da 3 anni seguo Mon expérience personnelle, c'est que depuis 3 ans, je suis en cours d'information sociopolitique avec des jeunes dans lesquels on s'occupe de plusieurs sujets et parmi lesquels ceux qu'on a nommés ce matin et qui sont liés aux organismes internationaux. La difficulté fondamentale qu'on a esquissée est liée au fait qu'il a des préjugés. Souvent, moi, je viens de Padoue, Madame Alessandra de Vérone, et nous connaissons bien cet environnement, donc, parce qu'on est très proches géographiquement. Et donc, tout est rapporté à l'éducation familiale, mais aussi à l'éducation à l'école, et à une école qui ne fait pas assez. Je pense donc que l'action que les organismes internationaux déroulent n'a pas la possibilité d'arriver assez aisément à l'oreille des jeunes qui ont 20 ans ou qui terminent le lycée, sont en train de terminer le lycée. Donc, je crois qu'il faut faire un peu davantage. Il y a quelque chose à faire davantage. Sans doute, je ne sais pas encore comment, mais il faudrait ouvrir des espaces d'expérience plus effectifs, plus efficaces à l'intérieur de ces organisations, parce que s'ils ne touchent pas avec les mains, il est difficile, parce que l'autre reste comme quelque chose de loin, d'inconnu et parfois en danger, et comme celui qui arrive et qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est ce que j'ai aperçu, cette manque de communication pour rendre ce processus plus fluide. Et l'autre question qui regarde comment mettre ensemble justice et miséricorde. Je crois que professeur Mortari et Dr Alessandra Morelli pourront répondre à la deuxième question et puis on va conclure la session. Professeur Mortari, à vous la parole. On a commencé en disant que souvent ceux qui sont émarginés, pauvres,
et qui sont accueillis en soi, à part l'angoisse, le désespoir, aussi une sorte de rage. C'est pas simple de comprendre ce qu'il faut faire pour ces personnes. Il est fondamental sans doute de les écouter et de les aider à travailler sur le sentir, parce que sentir ce qu'il y a en soi peut dominer nos actions. Donc, on ne peut pas mettre en place des actions concrètes, mais il faut avoir des moments pour le coup, un moment là où on peut parler de soi, connaître soi-même et tirer hors de soi ses propres sentiments, communiquer ses propres sentiments. C'est une action constructive. Si on peut travailler sur les sentiments constructifs qu'on définit comme des passions tristes qui empêchent d'agir d'une manière profitable. Donc, le temps de l'écoute est un temps lent, sans doute, qui va trouver dans l'éducation. Souvent, on pense à faire et faire et faire encore. Mais l'âme a besoin de se fermer, de s'arrêter, de se relaxer. Et c'est pour cela que c'est à la mode maintenant de parler de l'éducation à la méditation, parce que le temps, là, peut s'arrêter. Tu peux écouter, tu peux connaître toi-même. Et puis, l'action, comment est-ce qu'on peut concilier la justice avec la compassion? C'est le travail du soin, encore une fois. On peut répondre à cette question seulement à travers ce que je définis le manifeste du soin, c'est-à-dire toutes les actions qu'on peut mettre en place pour rendre ce processus possible, en tenant présent que le sujet de la justice demande une action politique nécessairement. Et le CER a nommé une école de politique. Et il est beau de définir l'importance de l'accompagnement à la gestion des thèmes politiques. Parce que ces formes d'éducation ne sont en place, ne sont pas là encore, parce que là, on peut développer une éducation à la justice, mais à travers les actes éducatifs, on ne va pas changer le monde, parce que le monde est changé par les actions politiques fortes, mais à travers les petites actions de chaque jour. Et c'est ça qui signifie éduquer à l'école politique. Et c'est à travers un comportement quotidien à la juste action pour rompre les chemins de l'injustice en montrant que chaque jour nous faisons quelque chose d'important. Et quand ils ont été dans un champ de tension, j'ai oublié de voir les choses essentielles et j'ai laissé que les choses puissent se passer comme elles allaient se passer. Donc, l'action dans les petites choses constamment est la clé. Il y a un passages dans le deuxième intervention qui a souligné un élément très important, très fort. C'est pour cela que je me complimente pour ceux qui font des écoles de ce genre. La sœur en particulier qui fait cette école fait quelque chose d'important parce que cela n'est pas fait dans les écoles. Quand vous avez souligné le passage de la nécessité de travailler sur les préjugés signifie activer une véritable école du soin mais l'école sur le soin n'est pas là parce qu'activer une école sur les préjudices signifie de prendre une position contre ce que je sens qui est contre le bien que nous cherchons. Et les enseignants se sentent effrayés, ils ne se sentent pas légitimés à faire ce travail et ils craignent de devenir l'objet de critiques s'ils prennent ces initiatives. À chaque fois que je cherchais à prendre sur moi ce problème, il y avait toujours des conséquences. Les parents me demandaient de ne pas continuer, donc il y avait une forte résistance pour continuer à mettre en place ce travail. Et les enseignants ne le font pas aussi parce qu'ils ne sont pas préparés. L'État italien, nous ne l'oublions pas, a complètement oublié les écoles. Je ne crains pas d'affirmer ça avec
force. Il a oublié de former les enseignants et les enseignants doivent être formés sur le plan éthique et politique. Ils ne sont pas en mesure d'enseigner sur ce niveau. Et voilà le vide, voilà le manque d'action de l'État. Parce que si on n'a pas cette préparation, on ne peut pas enseigner. Concludo molto rapidamente. Intanto, Je vais conclure très rapidement. Sorella Bruna, grazie Sœur Bruna, per la sua domanda, pour che è anche votre una question domanda qui est une stimolo, no? question de Sono stimulation assolutamente d'accordo con propositive. lei, perché quando Et je suis parlo di d'accord avec, spazi, sono spazi avec toi, che diventano parce que quand on luoghi, perché parle l'uomo, d'espace, la donna, l'umano non vive on parle d'espace aussi bien masculin que féminin. L'homme, la femme ne vivent pas en dehors de l'espace. On a besoin de l'espace pour cultiver et pour nous cultiver. Mais il n'y a pas assez d'espace, il y a un manque d'espace où la paire se rencontre, se met en comparaison et se confronte. L'espace d'asile, pour moi, devient non seulement un lieu où le soin prend sa forme la plus pratique et concrète, mais aussi pour activer une révolution vers l'humain peut être activée aussi à travers les soins de la paire, de ceux qui arrivent, de la paire de ces personnes vers les gens qui les accueillent, qui vont les accueillir. C'est-à-dire, il faut reconnaître que ceux qui accueillent ont peur de ceux qui les ont accueillis. Donc, c'est un cercle de pair qui doit être soigné avec l'altérité. L'éducation, l'école peut devenir un espace d'altérité, d'éducation à l'altérité, le champ vide qui permet de réorganiser l'agrégation née dans la communauté, née dans la communauté entre et avec la communauté. Voilà la définition de lieu. Et faire rencontrer les pairs personnels est important. Il ne faut pas prendre en légèreté la réalité de la paire, de la rencontre avec les uns les autres. Il faut vivre les valeurs évangéliques et sur soi. Et chaque jour, j'ai été mise en question et chaque jour sur ma solidarité, sur ma capacité de solidarité. Et chaque jour, c'était un défi. Et je devais rester là pour résoudre ces conflits et mettre en place la solidarité. J'espère qu'à la fin de cette session, on deviendra des régénératrices d'espace passionnées. Je remercie au nom de tous et de toutes les deux fantastiques, véritablement appréciables relatrices. Et maintenant, je vais appeler à la table ceux qui parleront des bonnes pratiques. Mais je vais terminer cette session avec la phrase de Pape François qui est en fil rouge sur tout cela. Lui, en parlant de la culture du soin, il dit « Oui, il faut donner tout de nous, apprenons-les, mais en même temps, nous recevrons l'or, quelque chose de précieux de ceux qui sont étudiants, réfugiés et écartés du monde. Nous recevrons ceux qui manquent en nous dans cette relation, dans ces biens relationnels. La félicité trouve sa place et surtout le travail des femmes qui sommes nous, chacune de nous est née par rapport à un toit. Et le toit était sa mère sur cette terre, donc sur cette planète. Donc, on est des mères qui pouvons donner des biens relationnels et en même temps, nous recevons ce qui nous manque. Merci beaucoup.